La voiture approchait du perron. Des domestiques accouraient de tous côtés. Madame Papovski, que ses enfants avaient averti de l'approche d'une visite, s'était postée sur le perron pour voir descendre les invités du général. Enfin, se disait-elle, voici quelqu'un. Je ne serai plus toujours seule avec ce méchant vieux qui m'ennuie à mourir. Elle ne put retenir un cri de surprise en voyant le général sortir de cette vieille berline. Sa corpulence remplissait la portière et masquait les personnes que contenait la voiture. « Comment mon oncle, vous là-dedans ?»« Oui, Maria Petrovna, c'est moi, » dit le général en s'arrêtant sur le marchepied et en continuant à masquer son autre nièce au regard avide de Madame Papovski. « Je vous amène du monde, devinez qui ?»« Madame Papovski. »« Comment puis-je deviner, mon oncle ?»« Je ne connais aucun de vos voisins, vous n'avez jamais invité personne. » Le général. « Ce ne sont pas des voisins, ce sont des amis que je vous amène, d'anciens amis, car vous n'êtes pas jeune, Maria Petrovna. » Madame Papovski rougit beaucoup et voulut répondre, mais elle se mordit les lèvres, se tut et attendit. « Voilà, » dit le général après l'avoir contemplé un instant avec un sourire de triomphe. « Voilà vos amis. » Il descendit, se tourna vers la portière, fit descendre sa petite nièce. Madame Papovski étouffa un cri de rage, puis sa nièce. Madame Papovski ne put retenir un sourd gémissement. Une pâleur livide remplaça l'animation de son teint. Elle chancela et s'appuya sur l'épaule de son oncle. Le général. « Vous voilà satisfaite. J'avais raison de dire d'anciens amis. J'aime cette émotion à la vue de votre sœur. C'est bien. Je m'y attendais. » Le général avait l'air rayonnant, son triomphe était complet. Madame Papovski luttait contre un évanouissement. Elle voulut parler, mais sa bouche entr'ouverte ne laissait échapper aucun son. Elle eut pourtant la pensée confuse que son trouble pouvait être interprété favorablement. Cet espoir la ranima, ses forces revinrent, elle s'approcha de sa sœur tremblante. « Pardon, ma sœur, j'ai été si saisie. » Le général, avec malice. « Et si heureuse. » Madame Papovski, avec hésitation. « Oui, mon oncle, vous l'avez dit, si heureuse de voir cette pauvre Nathalie. » Le général, de même. « Et chez moi encore. Cette circonstance a dû augmenter votre bonheur. » Madame Papovski, d'une voix faible. « Certainement, mon oncle. Je sens la joie. » Le général, riant. « Et embrassez-vous. Embrassez votre nièce, vos neveux, Maria Petrovna, et remettez-vous. » Madame Papovski embrassa en frémissant sœur, nièce et neveu. « Viens, mon enfant, que je te mène à ton appartement, » dit le général en prenant le bras de Madame Dabrovine. « Suivez-nous, Maria Petrovna. » Le langage affectueux du général à Nathalie occasionna à Madame Papovski un nouveau frémissement. Elle repoussa Natacha et ses frères, qui restèrent un peu en arrière, et suivit machinalement. Le général pressait le pas. En arrivant près de la porte du bel appartement, il quitta le bras de Nathalie, la porte s'ouvrit, Dérigny, sa femme et ses enfants attendaient le général à l'entrée de la porte. Le général. « Te voici chez toi, ma chère enfant, et je suis sûr que tu y seras bien, grâce à mon bon Dérigny que voici, à son excellente femme que voilà, et même à leurs enfants, mes deux petits amis, Jacques et Paul, qui ont travaillé comme des hommes. Je te les présente tous et je les recommande à ton amitié. Madame Dabrovine. » D'après cette recommandation, mon oncle, vous devez être assuré que je les aimerai bien sincèrement, car ils vous ont sans doute donné des preuves d'attachement, pour que vous en parliez ainsi. Et Madame Dabrovine fit un salut gracieux à Dérigny et à sa femme, s'approcha de Jacques et de Paul qu'elle baisa au front en leur disant « J'espère, enfants, que vous serez bons amis avec les miens, qui sont à peu près de votre âge, vous leur apprendrez le français, ils vous apprendront le russe, ce seront des services que vous vous rendrez réciproquement. » Madame Papovski restait immobile, regardant de tous côtés, pâlissant de plus en plus. Madame Dabrovine examinait, d'un œil triste et doux, les détails d'ameublement qui devaient rendre cette pièce si agréable à habiter. Quand elle eut tout vu, elle s'approcha de son oncle, les yeux pleins de larmes, et, lui baisant la main. « Mon oncle, que vous êtes bon. »« Oui, bien bon. »« Quels soins aimables. » Natacha avait couru à tous les meubles, avait tout touché, tout examiné. En terminant son inspection, elle vint se jeter au cou de son oncle et l'embrassa à plusieurs reprises en s'écriant « Que c'est joli, mon oncle, que c'est joli. Je n'ai jamais rien vu de si joli, de si commode. Nous resterons ici toute la journée, maman et moi, et vous, mon oncle, vous viendrez nous y voir très souvent et très longtemps. Vous fumerez là, dans ce bon fauteuil, près de cette fenêtre, d'où l'on a une si jolie vue, car je me souviens que vous aimez à fumer.
Alexandre, Michel et moi, nous travaillerons autour de cette belle table, nous jouerons du piano, et pauvre maman sera là tout près de vous. Madame Papovski, avec un sourire forcé. Et moi, Natacha, où est ma place? Natacha, embarrassée et rougissant. Pardon, ma tante, je ne pensais pas qu'il vous fût agréable de sentir l'odeur du tabac, cria le général en embrassant à son tour sa bonne et aimable petite nièce et en riant aux éclats. Merci, mon oncle, lui dit Natacha à l'oreille en lui rendant son baiser, je l'avais oublié. Le général. Allons dans les chambres à coucher à présent. Voici la tienne, mon enfant. Nouvelle surprise, nouvelles exclamations et fureur redoublée de Madame Papovski, qui comparait son appartement avec celui de la sœur qu'elle détestait. Natacha et ses frères couraient de chambre en chambre, admiraient, remerciaient. Quand ils surent que tout était l'ouvrage des Derigny, Natacha se jeta au cou de Madame Derigny et serra les mains de Derigny, pendant que les deux plus jeunes embrassaient avec une joie folle Jacques et Paul. Le général ne se possédait pas de joie, il riait aux éclats, il se frottait les mains, selon son habitude dans ces moments de grande satisfaction, il marchait à grands pas, il regardait avec tendresse Madame d'Abrevine, qui souriait des explosions de joie de ses enfants, et Natacha, dont les yeux rayonnants exprimaient le bonheur et la reconnaissance. Sans cesse en passant et repassant devant son oncle, elle déposait un baiser sur sa main ou sur son front. Mon oncle, s'écria-t-elle, que je suis heureuse. Que vous êtes bon. Le général. Et moi donc, mes enfants. Je suis heureux de votre joie. Depuis de longues années, je n'avais vu autour de moi une pareille satisfaction. Une seule fois, en France, j'ai fait des heureux, mes bons Derigny et leurs frères et sœurs, Moutier et Elfie. Natacha. Oh. Mon oncle, racontez-nous ça, je vous en prie. Je voudrais savoir comment vous avez fait et ce que vous avez fait. Plus tard, ma fille, répondit le général en souriant, ce serait trop long. À présent, reposez-vous, arrangez-vous dans votre appartement. Derigny va vous envoyer votre femme de chambre. Dans 1 heure nous dînerons. Maria Petrovna, restez-vous avec votre sœur? Madame Papovski. Oui. Non, c'est-à-dire, je voudrais présenter mes enfants à Nathalie. Le général. Vous avez raison, allez. Moi je vais avec Derigny à mes affaires. Madame Papovski sortit, courut chez elle, regarda avec colère le maigre ameublement de sa chambre, et, se laissant aller à sa rage jalouse, elle tomba sur son lit en sanglotant. L'héritage, pensait-elle. 600 000 roubles de revenus. Une terre superbe. Il ne me les laissera pas. Il va tout donner à cette odieuse Nathalie, qui fait la désolée et la pauvre pour l'apitoyer. Et sa sotte fille qui saute comme si elle avait 10 ans. Qui se jette sur lui, qui l'embrasse. Et lui, gros imbécile, qui croit qu'on l'adore, qui trouve ses gambades charmantes. Il tutoie ma sœur, et moi il m'appelle Maria Petrovna. Il les embrasse tous, et il nous repousse. Il fait arranger un appartement comme pour des princes. Eux qui sont dans la misère, qui mangent du pain noir et du lait caillé, qui couchent sur des planches, qui ont à peine des habits de rechange. Et moi, qui suis riche, qui suis habitué à l'élégance, il me traite comme ces vilains Derigny que je déteste. J'ai bien su par mes femmes que c'étaient les meubles et les lits des Derigny qu'on m'avait donnés. Ces réflexions, et 1000 autres, l'occupèrent si longtemps, qu'on vint lui annoncer le dîner avant qu'elle eût séché ses larmes. Elle s'élança de son lit, passa en toute hâte de l'eau fraîche sur ses yeux bouffis, lissa ses cheveux, arrangea ses vêtements et alla au salon, où elle trouva le général avec Madame d'Abrevine. « Nous vous attendons, Maria Petrovna, dit le général en s'avançant vers elle et lui offrant son bras. Nathalie, je donne le bras à ta sœur, quoique tu sois nouvellement arrivée, parce qu'elle la plus vieille, elle a bien 10 ou 12 ans de plus que toi. Madame d'Abrevine. Oh non. Mon oncle, pas à beaucoup près. Madame Papovski, piquée. Ma sœur, laissez dire mon oncle. Ça l'amuse de me vieillir et de vous rajeunir. Le général, enchanté. Mettez que je me sois trompé de 2 ou 3 ans, ma nièce, Nathalie a 32 ans, vous en avez bien 42. Madame Papovski. 50, mon oncle, 60, si vous voulez. Le général, avec malice. Et. Nous y arriverons, ma nièce, nous y arriverons. Voyons, vous êtes née en 1816. Madame Papovski. Ah. Mon oncle, à quoi sert de compter, puisque je veux bien vous accorder que j'ai 60 ans? Le général. Du tout, les comptes font les bons amis, et Madame d'Abrevine.
Mon cher oncle, nous voici dans la salle à manger, je dois avouer que j'ai si faim. Le général. Et moi j'ai faim et soif de la vérité, alors je dis de 1800. Madame d'Abrevine. La vérité, la voici, mon oncle, c'est que vous êtes un peu taquin comme vous l'étiez jadis, et que vous vous amusez à tourmenter la pauvre Maria, qui ne vous a rien fait pourtant. Regardez Natacha, comme elle vous regarde avec surprise. Le général se retourna vivement, quitta le bras de Madame Papovski et fit asseoir tout le monde. Est-ce vrai que tu t'étonnes de ma méchanceté, Natacha? Tu me trouves donc bien mauvais? Natacha. Mon oncle. Natacha rougit et se tut. Le général, souriant. Parle, mon enfant, parle sans crainte. Puisque je viens de dire que j'ai faim et soif de la vérité. Natacha. Mon oncle, il me semble que vous n'êtes pas bon pour ma tante, et c'est ce qui cause mon étonnement. Je vous ai connu si bon, et maman disait de même chaque fois qu'elle parlait de vous. Le général. Et à présent, que dis-tu, que penses-tu? Natacha. Je pense et je dis que je vous aime, et que je voudrais que tout le monde vous aimât. Le général. Nous reparlerons de cela plus tard, ma petite Natacha. En attendant que je me corrige de mon humeur taquine, dis non gaiement, je te promets de ne plus faire enrager ta tante. Natacha. Merci, mon oncle. Vous me pardonnez, n'est-ce pas, d'avoir parlé franchement? Le général, riant. Non seulement je te pardonne, mais je te remercie, et je te nomme mon conseiller privé. Le général, de plus en plus enchanté de ses nouveaux convives, fut d'une humeur charmante. Il réussit à égayer sa nièce d'Abrevine, qui sourit plus d'une fois de ses saillies originales. Dans la soirée, les enfants allèrent jouer dans une grande galerie attenant au salon. Natacha allait et venait animer les jeux qu'elle dirigeait, faisait sourire sa mère et rire son oncle par sa joie franche et naïve. Plusieurs jours se passèrent ainsi, le général s'attachait de plus en plus à sa nièce d'Abrevine et détestait de plus en plus les Papovski. Un soir Natacha accourut dans le salon. « Mon oncle, dit-elle, permettez-vous que j'aille chercher Jacques et Paul pour jouer avec nous? Ils doivent avoir fini de dîner. » Le général. « Va, mon enfant, fais ce que tu voudras. » Natacha embrassa son oncle et partit en courant. Elle ne tarda pas à revenir suivie de Jacques et de Paul. Jacques s'approcha du général. « Vous permettez, général, que nous jouions avec vos neveux et vos nièces? Mademoiselle Natacha nous a dit que vous vouliez bien nous laisser venir au salon. » Le général. « Certainement, mon bonhomme, Natacha est mon chargé d'affaires, fais tout ce qu'elle te dira. » Jacques ne se le fit pas répéter 2 fois et entraîna Paul à la suite de Natacha. On les entendait du salon rire et jouer, le général rayonnait, Madame d'Abrevine le regardait avec une satisfaction affectueuse, Madame Papovski s'agitait, s'effrayait du tapage des enfants, qui devait faire mal à son bon oncle, disait-elle. Le général, avec impatience. « Laissez donc, Maria Petrovna, j'ai entendu mieux que ça en Circassie et en Crimée. » Que diable! Je n'ai pas les oreilles assez délicates pour tomber en convulsion au rire et aux cris de joie d'une troupe d'enfants. Madame Papovski. Mais mon cher oncle, on ne s'entend pas ici, vous ne pouvez pas causer. Le général. Eh bien, le grand malheur. Est-ce que j'ai besoin de causer toute la soirée? Je me figure que je suis père de famille, je jouis du bonheur que je donne à mes petits-enfants et du calme de ma pauvre Nathalie. Madame Papovski se mordit les lèvres, reprit sa tapisserie et ne dit plus mot pendant que le général causait avec Madame d'Abrevine. Elle lui donnait 1000 détails intéressants sur sa vie intime des 10 dernières années, et sur ses enfants, dont elle faisait elle-même l'éducation. La conversation fut interrompue par une dispute violente et des cris de fureur. Le général. Eh bien, qu'ont-ils donc là-bas? Madame d'Abrevine. Je vais voir, mon oncle, ne vous dérangez pas. Madame d'Abrevine entra dans la galerie. Elle trouva Alexandre qui se battait contre Mitineka et Yégor. Michel retenait fortement Sonushka, et Jacques, les yeux brillants, les poings fermés, se tenait en attitude de boxe devant Paul, qui essuyait des larmes qu'il ne pouvait retenir. Natacha cherchait vainement à séparer les combattants. Les autres criaient à qui mieux. L'entrée de Madame d'Abrevine rétablit le calme comme par enchantement. Elle s'approcha d'Alexandre et lui dit sévèrement. « N'êtes-vous pas honteux, Alexandre, de vous battre avec vos cousins ?» Les enfants commencèrent à parler tous à la fois. Natacha se taisait. Sa mère, ne comprenant rien aux explications des enfants, dit à Natacha de lui raconter ce qui s'était passé. Natacha rougit et continua à garder le silence. « Pourquoi ne réponds-tu pas, Natacha ? » « Maman, c'est qu'il faudrait accuser quelqu'un, et je ne voudrais pas. »
Mais j'ai besoin de savoir la vérité, ma chère enfant, et je t'ordonne de me dire sincèrement ce qui s'est passé. Maman, puisque vous l'ordonnez, dit Natacha, voilà ce qui est arrivé. Alexandre et Michel ont voulu défendre le pauvre petit Paul que Mitineka, Sonushka et Yegor tourmentent depuis longtemps. Jacques et moi, nous avons fait ce que nous avons pu pour le protéger, mais ils se sont réunis tous contre nous et ils se sont mis à nous battre. Voyez comme Michel est griffé et comme Alexandre a les cheveux arrachés. Quant au bon petit Jacques, il n'a pas donné un seul coup, mais il en a reçu plusieurs. Venez au salon, Alexandre, Michel, avec Jacques et Paul, dit Madame d'Abrevine, et laissez vos cousins et cousines se quereller entre eux. Le général avait entendu Natacha et sa nièce, il ne dit rien, se leva, laissa entrer au salon Madame d'Abrevine et sa suite, entra lui-même dans la galerie, tira vigoureusement les cheveux et les oreilles aux trois aînés, distribua quelques coups de pied à tous. Rentra au salon et se remit dans son fauteuil. Il appela Natacha. « Dis-moi, mon enfant, qu'ont-ils fait à mon pauvre petit Paul ?» Natacha. « Mon oncle, nous jouions aux malades. » Paul était un des malades, Mitineka, Sonushka et Yegor, qui étaient les médecins, ont voulu le forcer à avaler une boulette de toile d'araignée. Le pauvre petit s'est débattu. Jacques est accouru pour le défendre. Ils ont battu Jacques, qui ne leur a pas rendu un seul coup. Ils l'ont jeté par terre, et ils allaient s'emparer de nouveau de Paul malgré les prières de Jacques, quand Alexandre et Michel, indignés, sont venus au secours de Jacques et de Paul, et ont été obligés de se battre contre Mitineka, Sonushka et Yegor, qui n'ont pas voulu nous écouter quand nous leur avons dit que ce qu'ils faisaient était mal et méchant. Alors maman est entrée, et Paul a été délivré. Pendant que Natacha racontait avec animation la scène dont Madame d'Abrevine avait vu la fin, le général donnait des signes croissants de colère. Il se leva brusquement, et, s'adressant à Madame Papovski, qui rentrait au salon. « Madame, vos enfants sont abominablement élevés. Vous en faites des tyrans, des sauvages, des hypocrites. Je ne veux pas de ça chez moi, entendez-vous? Vous et vos méchants enfants, vous troublez la paix de ma maison, vous changerez tous de manière et d'habitude, ou bien nous nous séparons. Vous êtes venus sans en être priés, je sais bien pourquoi, et, au lieu de faire vos affaires comme vous l'espériez, vous vous perdez de plus en plus dans mon esprit. » Madame Papovski fut sur le point de se livrer à un accès de colère, mais elle put se contenir et répondit à son oncle d'un ton larmoyant. « Je suis désolée, mon oncle. Désolée de cette scène. Je les fouetterai tous si vous me le permettez, fouettez-les vous-même si vous le préférez. Ils ne recommenceront pas, je vous le promets. Ne nous éloignez pas de votre présence, mon cher oncle, je ne supporterai pas ce malheur. » Le général croisa les bras, la regarda fixement, son visage exprimait le mépris et la colère. Il ne dit qu'un mot, misérable. Et s'éloigna. Le général prit le bras de Nathalie, la main de Natacha, appela Alexandre, Michel, Jacques et Paul, et marcha à grands pas vers l'appartement de Madame d'Abrevine. Il entra dans le joli salon où il passait une partie de ses journées, s'y promena quelques instants, s'arrêta, prit les mains de sa nièce, la contempla en silence et dit « C'est toi seule qui es, et qui sera ma fille. Douce, bonne, tendre, honnête et sincère, tu as fait des enfants à ton image. L'autre n'aura rien, rien. Madame d'Abrevine. Oh. Mon oncle, je vous en prie. » Le général lui serrant les mains. « Tais-toi, tais-toi. Tu vas me rendre la colère qui a manqué m'étouffer. Laisse-moi oublier cette scène et la platitude révoltante de ta sœur. Près de toi et de tes enfants, je me sens aimé, j'aime et je suis heureux. Près de l'autre, je hais et je méprise. Jouez, mes enfants, ajouta-t-il en se tournant vers Jacques, Paul et ses neveux, je ne crains pas le bruit. Amusez-vous bien. Jacques. Général, est-ce que nous pouvons jouer à cache-cache et courir dans le corridor? Le général. À cache-cache, à la guerre, à l'assaut, à tout ce que vous voudrez. Ma seule contrariété sera de ne pouvoir courir avec vous. Mais auparavant allez me chercher d'Érigny. Nathalie, je commence mon établissement du soir chez toi. Me permets-tu de fumer? Madame d'Abrevine. Avez-vous besoin de le demander, mon oncle? Vous avez donc oublié combien j'aimais l'odeur du tabac? Le général. Non, je me le rappelle, mais je craignais. Madame d'Abrevine. De me faire penser à mon pauvre Dmitri, qui fumait toujours avec vous? Je ne l'oublie jamais, dans aucune circonstance, et j'aime tout ce qui me le rappelle. Le général ne répondit pas et rapprocha son fauteuil de celui de sa nièce, lui prit la main, la serra et resta pensif. D'Érigny arriva, et se présentant devant le général. Les enfants disent que vous me demandez, mon général. Oui, mon ami,
apportez-moi ma boîte de cigares, ma pipe et nos livres de comptes et d'affaires. À l'avenir nous travaillerons ici le soir, puisque ma nièce veut bien le permettre et qu'elle trouve que je ne la dérange pas en m'établissant chez elle. Merci, mon oncle, que vous êtes bon, s'écria Natacha en se jetant à son cou. Voyez, voyez, comme le visage de maman est changé. Elle a l'air presque heureuse. Madame d'Abrovine sourit, embrassa sa fille et baisa la main de son oncle, qui se frotta les mains avec une vivacité qu'elle ne lui avait pas encore vue. Derigny paraissait aussi content que le général. Il s'empressa de faire sa commission, et compléta l'établissement en lui apportant la petite table chargée de papiers et de livres sur laquelle il avait l'habitude de travailler et d'écrire. Le général. Bravo. Mon ami. Vous avez de l'esprit comme un Français. Je n'avais pas voulu vous parler de la table, pour ne pas trop vous charger. Je suis enchantée de la voir. Je commence à m'arranger chez toi comme chez moi, ma fille. Derigny ne te gênera-t-il pas? J'ai souvent besoin de lui pour mon travail. Madame d'Abrovine. Ceux que vous aimez et qui vous aiment, mon oncle, ne peuvent jamais me gêner. C'est au contraire un plaisir pour moi de voir monsieur Derigny vous soigner, vous aider dans vos travaux. En le voyant faire, j'apprendrai aussi à vous être utile. Natacha. Et moi donc? N'est-ce pas, monsieur Derigny, que vous me direz ce que mon oncle aime et qu'il n'aime pas, et ce que je puis faire pour lui être agréable? Derigny. Mademoiselle, monsieur votre oncle aime ce qui est bon et franc. Il n'aime pas ce qui est méchant et hypocrite, et, puisque vous m'autorisez à vous donner un conseil, mademoiselle, soyez toujours ce que vous êtes aujourd'hui et ce que votre physionomie exprime si bien. Le général. Bien dit, mon ami, j'ajoute, sois le contraire de ta tante, et tu seras la doublure de ta mère. À présent, Derigny, allumez-moi ma pipe, rendez-moi compte des travaux et des dépenses de la semaine, et puis j'irai me coucher, car il commence à se faire tard. Quand le général eut terminé son travail, Derigny lui présenta un papier en le priant de le lire. Le général, après l'avoir lu. Qu'est-ce? Qui a écrit ça? Derigny. Madame Papovski, mon général. Le général. Et pourquoi me le montrez-vous? Derigny. Parce que Madame Papovski veut que tout soit acheté à votre compte, mon général, et je n'ai pas cru devoir le faire sans vous consulter. Le général. Et vous avez bien fait, mon cher. C'est parbleu trop impudent aussi. Figure-toi, Nathalie, que ta sœur veut faire habiller son cocher, son forêté, postillon, son courrier, ses laquais, ses femmes, si je crois, en m'obligeant à tout payer. Bien mieux, elle ordonne qu'on change les 12 mauvais chevaux qu'elle a amenés, contre les plus beaux chevaux de mes écuries. Je dis que c'est par trop fort. Ces commissions ne vous donneront pas beaucoup de peine, Derigny, voici le respect qui leur est dû. Le général déchira en 1000 morceaux la feuille écrite par Madame Papovski, se leva en riant et en se frottant les mains, embrassa sa nièce, sa petite-nièce, ses petits-neveux, et quitta le salon avec Derigny pour aller se coucher. Les enfants, qui avaient fait une veillée extraordinaire et qui s'étaient amusés, éreintés, ne furent pas fâchés d'en faire autant. Il était 9h30. Madame d'Abrovine et Natacha ramassèrent les livres, les cahiers épars, et les rangèrent dans les armoires destinées à cet usage, pendant que la femme de chambre et bonne tout à la fois préparait le coucher des garçons et rangeait les habits pour le lendemain. Natacha, avec gaieté. Madame Derigny a cru que nous apportions tout ce que nous possédons, maman, voyez que d'armoires nous avons, une seule suffit pour contenir tous nos effets, et il reste encore bien de la place. Madame d'Abrovine. Elle nous croit plus riches que nous ne sommes, ma chère enfant. Natacha. Maman, comme mon oncle est bon pour nous. Madame d'Abrovine. Oui, bien bon. Il a toujours été pour moi et pour ton pauvre père, nous l'aimions bien aussi. Natacha. Maman, pourquoi n'est-il pas bon pour ma tante? Madame d'Abrovine. Je ne sais pas, chère petite, peut-être a-t-il eu à s'en plaindre. Tu sais que ta tante n'est pas toujours aimable. Natacha. Elle n'est jamais aimable, maman, du moins pour nous. Pourquoi donc ne vous aime-t-elle pas, vous qui êtes si bonne? Madame d'Abrovine. Je l'ai peut-être offensée sans le vouloir. Elle n'a probablement pas tous les torts. Natacha. Mais vous, maman, vous n'en avez certainement aucun. Je le sais. J'en suis sûre. Madame d'Abrovine. Tu parles comme on parle à ton âge, ma chère petite, sans beaucoup réfléchir. Comment pouvons-nous savoir si on n'a pas fait à ta tante quelque faux rapport sur nos sentiments et notre langage à son égard? Natacha.
Si on lui en a fait, elle ne devrait pas y croire, vous connaissant si bonne, si franche, si serviable, si pleine de cœur. C'est parce que tu m'aimes beaucoup que tu me juges ainsi, ma bonne fille, dit madame Dabrovine en embrassant Natacha et en la serrant contre son cœur. Elle souriait en l'embrassant. Natacha, heureuse de ce sourire presque gai, étouffa sa mère de baisers, puis elle dit. C'est mon oncle qui vous a fait sourire le premier et bien des fois depuis notre arrivée. Bon cher oncle, que je l'aime. Que je l'aime. Comme nous allons être heureux avec lui, toujours avec lui. Nous l'aimons, il nous aime, nous ne le quitterons jamais. Madame Dabrovine. La mort sépare les plus tendres affections, mon enfant. Natacha. Oh, maman. Madame Dabrovine. Ma pauvre fille. Je t'attriste, j'ai tort. Mais voilà nos affaires rangées, allons nous coucher. La mère et la fille firent leur prière ensemble. Natacha alla embrasser sa mère et de lui dire avec vivacité. Comme nous sommes heureux ici, maman. Ma chambre est si jolie. J'y suis comme une reine. J'en suis bien contente, mon enfant, mais prends garde de t'enrhumer. Couche-toi bien vite. Pendant que madame Dabrovine et sa fille préparaient leur coucher et causaient des événements de la journée, le général causait de son côté avec Derigny, qui devenait de plus en plus son confident intime. Voilà une perle, une vraie perle. S'écria-t-il. Je la retrouve comme je l'avais quittée, cette pauvre Nathalie, moins le bonheur. Nous tâcherons d'arranger ça, Derigny. J'ai mon plan. D'abord, je lui laisse toute ma fortune, à l'exception d'1 million, que je donne à Natacha en la mariant. Pourquoi souriez-vous, Derigny? Croyez-vous que je n'ai pas 1 million à lui donner? Ou bien que je changerai d'idée comme pour Torchonnet? Est-ce que ma nièce n'est pas comme ma petite fille? Derigny. Mon général, je souris parce que j'aime à vous voir content, parce que j'entrevois pour vous une vie nouvelle d'affection et de bonheur, et parce que je vois une bonne œuvre à faire tout en travaillant pour vous-même. Le général. Comment cela? Quelle bonne œuvre? Derigny. Mon général, j'ai su, par le cocher et la femme de chambre de madame Dabrovine, qu'elle était la meilleure des maîtresses, qu'elle et ses enfants étaient adorés par leurs paysans et leurs voisins. Mais madame Dabrovine est presque pauvre. Son mari a dépensé beaucoup d'argent pour sa campagne de Crimée. Elle a tout payé, et elle est restée avec 1300 roubles de revenus. C'est elle-même qui a élevé sa fille et ses fils, mais les garçons grandissent. Ils ont besoin d'en savoir plus qu'eux. Ce que peut leur enseigner une femme, quelque instruite qu'elle soit. Et alors? Le général. Alors quoi? Voulez-vous être leur gouverneur? Je ne demande pas mieux. Derigny, riant. Moi, mon général? Mais je ne sais rien de ce que doit savoir un jeune homme de grande famille. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je voudrais que vous eussiez la pensée de les garder tous chez vous, de payer un gouverneur et toutes leurs dépenses. Vous auriez la famille qui vous manque et eux trouveraient le père et le protecteur qu'ils n'ont plus. Le général. Bien pensé, bien dit. Trouvez-moi un gouverneur et le plus tôt possible. Derigny, stupéfait. Moi, mon général? Comment puis-je? Le général. Vous pouvez, mon ami, vous pouvez ce que vous voulez. Cherchez, cherchez. Adieu, bonsoir, je me couche et je m'endors content. Derigny rentra chez lui, les enfants dormaient, sa femme l'attendait. Une jolie commission dont je suis chargé par le général, dit Derigny en riant. Il faut que je me mette en campagne dès demain pour trouver un gouverneur aux jeunes Dabrovine. Madame Derigny. Et où trouveras-tu le gouverneur? Comme c'est facile dans le centre de la Russie. Tu ne connais personne. Ce n'est pas Vassili qui te fournira des renseignements. Vraiment, notre bon général est par trop bizarre. Comment feras-tu? Derigny. Je ne ferai rien du tout. J'espère qu'il n'y pensera plus. Mais je regrette de ne pas pouvoir rendre service à madame Dabrovine, qui me semble être une excellente personne et ne ressemblant en rien à sa sœur. Madame Derigny. De même que ses enfants ne ressemblent en rien à leur cousin, mademoiselle Natacha est une personne charmante, pleine de cœur et de naïveté, et les garçons paraissent bons et bien élevés. Madame Derigny et son mari causèrent quelque temps, et ils allèrent se coucher après avoir parlé de leur chère France et de ce qu'ils y avaient laissé.